Voilà, donc on va pouvoir commencer la visio. Donc d'abord, je vous remercie tous les trois hein, d'être disponibles pour cette visioconférence. Donc le but, hein, c'est de présenter l'ENAC. Et donc, ce sont trois anciens étudiants des classes prépa du lycée du Puy-de-Dôme qui vont vous présenter cette école. Donc, Pauline Legac. Donc, Pauline, vous êtes passée par la PCSI et PSI, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc Jean-Baptiste Stracadagno et Clément Chrétien, qui sont tous les deux passés par la PCSI et la PC. Donc, C'est voilà, je ça. vous laisse la parole. Ok, bon, bonjour à tous, merci de nous écouter. Donc, on va vous présenter l'ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile. Donc là, pourquoi on est trois? Parce qu'on n'a pas des spécialités, on a des spécialités différentes. Donc, la particularité de cette école, c'est qu'elle forme à plein de métiers différents de l'aviation civile. Donc, elle se trouve à Toulouse. Vous avez une belle photo de l'école. Donc, je vais essayer de partager quelques trucs intéressants. Donc, en fait, à l'ENAC, il y a plusieurs formations. Donc, il y a d'abord la formation IENAC, qui est une formation ingénieur classique donc, dans l'aéronautique, qui a vocation de travailler après dans l'industrie aéronautique, dans les structures aéroportuaires ou dans les compagnies aériennes aussi. Donc, c'est la plus grosse quantité d'élèves de l'ENAC fait cette formation. C'est un concours, le concours est sur CCP, enfin CCINP maintenant. Et donc là, aucun de nous trois n'est dans cette filière, mais si vous avez des questions, je pourrais vous mettre en relation à la rigueur. Donc après, il y a les formations ICNA et TS2EAC qui ont la vocation de faire du contrôle aérien, donc ce que font Jean-Baptiste et Clément. Euh, donc après, il y a la formation IUSSA, donc c'est la formation dans laquelle je suis, donc que je vous présenterai. Ensuite, la formation qui est assez connue aussi, c'est EPL, donc les pilotes de ligne. Donc souvent, ceux qui veulent faire pilote, ils savent déjà bien comment y parvenir. Donc, s'ils ont des questions, ils n'hésitent pas, mais normalement, ça va. Et prépa ATPL, ça ne vous concerne pas. Donc, je vais présenter, moi, ma filière qui est USSA. Non, je vais laisser les garçons d'abord présenter ICNA, donc contrôleur aérien. Donc, je vous laisse le partage. Très bien. Vas-y Clément, quand tu veux. Voilà, donc nous, avec Jean-Baptiste, on est dans la formation ICNA, donc pour faire contrôleur aérien. Alors, ce qui vous intéresse souvent, c'est de savoir un peu le nombre de places, tout ça. Donc, pour le concours de l'année dernière, c'était la première année que ça se passait sur CCINP. Donc, voilà, il y a le nombre de places en MP, PC, PSI. Donc, c'est en fait, c'est normal qu'il y ait moins de places en PC parce qu'il y a moins d'élèves inscrits. Et voilà, c'est au pourcentage, mais donc il y a à peu près le même taux d'intégration pour chaque filière. Les coefficients pour les épreuves sont différents par contre du concours CCNP. Donc il faudra s'inscrire pour ceux qui sont intéressés. Il faut s'inscrire en plus. Donc je crois que c'est 30 €. Il faut aussi prévoir d'aller chez l'ophtalmo. Maintenant, il faudra remplir un petit certificat pour justifier une bonne vue. Parce qu'à la suite des épreuves écrites, donc si vous êtes admissible, il y aura une très grosse visite médicale du coup, à Toulouse, qui est nécessaire pour être admissible en tant qu'IGNA. Donc les coefficients sont différents du concours CCNP classique. Donc vous voyez qu'en anglais, par exemple, c'est coefficient 3, alors que les maths et la physique sont coefficient 2, avec une note minimale de 8 sur 20. Et pour les oraux, c'est pareil en anglais, il ne faut pas négliger l'anglais parce qu'il y a une note éliminatoire qui est en dessous de 12. Il y a un entretien avec le jury, donc c'est une épreuve qu'il faut préparer si vous êtes intéressé. À ce moment-là, vous pourrez nous contacter par mail pour avoir plus d'informations. Et depuis cette année, le TIPE compte aussi pour ICNA, donc il ne faut pas négliger non plus son TIPE, quoi. Ça peut arriver des fois, mais il ne faut pas le faire. La scolarité à l'ENAC en tant qu'ICNA, ça dure c'est 2 ans à l'école, plus la troisième année, elle se fait, c'est la formation dans
donc dans votre centre d'affectation. Pendant les 2 ans d'études à l'ENAC, donc il y a un socle théorique qui se fait surtout en première année. Et une grosse partie, c'est un entraînement donc, de la formation pratique sur simulateur. Donc, dès le premier mois, en fait, vous commencez donc à faire de la simulation. Donc, vous pouvez voir l'image à droite. C'est des systèmes assez sympas et qui sont très représentatifs de ce qui est en réel avec des écrans 360 pour imiter les tours de contrôle. Dans la formation, il y a aussi un stage de pilotage. Donc nous, on va le faire cet été, l'été prochain. Donc en fait, on va passer 3 mois à Biscarrosse, donc à piloter des avions. Donc tout ça payé par l'école, c'est assez sympa. Et à la fin des 3 ans d'études, on obtient un master en management du contrôle du trafic aérien. Donc c'est pas un diplôme d'ingénieur, c'est un master qui est reconnu au niveau européen. Un des avantages de cette formation, c'est que c'est une formation qui est rémunérée. Donc, en entrant dans le corps des ICNA, vous êtes considéré comme des fonctionnaires et donc on considère que vous travaillez donc, dès la première année pour l'État. Et donc, vous avez un salaire plutôt agréable, peut-être 1 500 € brut en première année, 1 800 et 1 200 en deuxième et troisième année. L'avantage, c'est que vous commencez à devenir financièrement indépendant. Donc, vous commencez, vous dépendez moins de votre maman pour tout ce qui est loyer, nourriture. Et donc, ça vous projette directement dans le monde du travail. Vous avez donc 2 contreparties. La première, c'est que en tant que fonctionnaire, vous vous engagez pour travailler 7 ans donc, pour l'État français. Donc, c'est-à-dire que durant vos 5 ou 6 années en sortie d'école, vous n'avez pas d'autre choix que de faire contrôleur aérien. Donc, voilà, c'est partie du contrat. Et la deuxième contrepartie, c'est que si au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que la formation ne vous plaît pas, vous êtes obligé donc de rembourser toutes les sommes perçues par l'ENAC. Donc concrètement, c'est quoi être contrôleur aérien? Donc sa mission première, ça va être en fait d'amener un avion dans un secteur donné d'un point A à un point B en toute sécurité. Donc on va prévenir les abordages entre les aéronefs dans l'espace aérien français. Donc on va garder des séparations horizontales, verticales suffisantes pour permettre une bonne sécurité entre tous les aéronefs qui se trouvent dans le ciel. On va aussi prévenir les collisions entre les aéronefs et les véhicules, les autres avions, même tous les êtres vivants, je veux dire, sur les aérodromes. On va aussi, donc, comme on l'a vu, le trafic aérien il va être amené à accélérer d'ici 2030 et donc il ne faut pas créer entre guillemets de bouchons dans le ciel français et donc on va accélérer et régulariser toute la circulation aérienne. Et enfin, pour toutes les situations auxquelles on ne s'attend pas forcément quand on est contrôleur, on va devoir aussi alerter tous les organismes compétents lorsqu'on a des aéronefs en détresse, par exemple lorsqu'on a une panne moteur, un problème quelconque bord d'un aéronef, ça peut être un détournement, etc. Ça va être notre rôle d'aider ces organismes et de gérer la situation avec les aéronefs autour. En tant que contrôleur aérien, on a ce cliché du contrôleur qui travaille toujours dans sa tour de contrôle. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne moitié de contrôleurs aériens qui travaillent dans les tours de contrôle, comme on peut voir sur l'image de gauche. Donc, ici, on a Paris Charles de Gaulle, voilà. Mais ces contrôleurs, ils vont s'assurer que les avions décollent et atterrissent en toute sécurité sur les aérodromes. Et ensuite, ils vont envoyer ces avions à ce qu'on appelle des centres en route, qui vont, eux, s'assurer que les avions en l'air, donc en transit, soient en toute sécurité. Donc, par exemple, quand vous levez les yeux au ciel et que vous voyez un avion qui fait une grande traînée blanche, ces avions sont gérés par des contrôleurs dans ce qu'on appelle des centres en route, qui vont s'assurer que l'avion traverse un secteur en toute sécurité et qui vont faire envoyer ces avions à d'autres contrôleurs dans d'autres tours de contrôle pour les faire atterrir. Et donc, en tant qu'effectif, vous avez à peu près la moitié des contrôleurs qui travaillent en tour de contrôle et l'autre moitié qui peut travailler dans ce qu'on appelle ces centres en route. Voilà. Les points forts du métier, c'est un métier où il n'y a pas de routine. Donc on peut croire que tous les jours on ne fait que atterrir ou décoller des avions, ce n'est pas le cas. Tous les jours, on va avoir une météo différente, du trafic qui va être plus ou moins
fort ou faible. Et donc, on va devoir imaginer plein de stratégies pour écouler ce trafic le plus efficacement possible. Et donc, en fait, on ne s'ennuie jamais et on est même quasiment sous pression constante pour que tout se passe bien. On a aussi plusieurs possibilités d'évolution. Donc, on peut devenir formateur à l'ENAC, donc soit formateur en tant que professeur, soit en tant que formateur en tant que sur simulateur. Et on a aussi de sécurité de l'emploi, puis comme j'expliquais, on est fonctionnaire. Et donc, par exemple, avec la crise du coronavirus qui a frappé de plein fouet toute l'industrie aéronautique, eux, les contrôleurs ne sont pas concernés par ces emplois qu'on peut supprimer. L'école en tant que telle. Donc, c'est une école qui a beaucoup de moyens. Donc, premièrement, sur le plan sportif, on a un gymnase, un terrain de rugby, de foot, plusieurs terrains de tennis, de beach volley ou de pétanque. Donc, sur le plan sportif, on ne s'ennuie pas. De plus, pour les événements, on a aussi plusieurs compétitions sportives entre diverses écoles qui concernent l'aéronautique ou non. Par exemple, vous avez ici les EAG, donc qui sont des compétitions sportives entre super-héros, entre des écoles aussi qui concernent l'aéronautique, mais qui ne sont pas en France. Et sur le plan social, on a aussi beaucoup de soirées donc, à l'ENAC, hors période coronavirus, hein, évidemment. Donc, avec, par exemple, vous avez les breaks et les pots, surtout, qui sont les pots de départ de toutes les promos, donc les pilotes, les ingénieurs, les contrôleurs qui sont étalés dans l'année. Et donc, ça permet aussi de créer beaucoup de liens. Je crois que je vous ai fini. Oui, voilà. Moi, je pensais trop qu'on allait avoir un truc surprise. Je vous ai mis l'image d'un centre en route où, par exemple, vous voyez qu'on travaille en équipe sur des écrans radar. Et je crois que j'en ai terminé pour la présentation. Je vais laisser Pauline présenter IE2, c'est ça. Alors, moi, toujours dans la même école que les garçons, donc toujours à l'ENAC, je fais une autre formation qui est aussi une formation de fonctionnaire, donc formation rémunérée et emploi assuré, donc une affectation à la fin des 2 années. Donc, c'est une formation de 2 ans, de 3 ans, pardon, 2 ans à l'école, puis la dernière année directement dans notre centre d'affectation. Donc, on commence déjà à apprendre le métier avant d'être diplômé. Donc, oula, j'arrive pas à switcher. Je vais refaire comme ça. Ok. Donc, du coup, juste un ISSA, le métier est moins connu que le métier de contrôleur. Donc, en fait, le métier d'ISSA, donc ingénieur électronicien des systèmes de sécurité aérienne. Donc, on va gérer les systèmes de la sécurité aérienne pour permettre aux contrôleurs et aux pilotes d'assurer un écoulement sûr et optimisé du trafic aérien. Donc, on va mettre en place tout un tas de systèmes qui va permettre aux contrôleurs de d'abord communiquer avec les pilotes et vice-versa. Aux contrôleurs aussi de voir sur leurs écrans radars où sont les avions. Donc, on doit maintenir toutes sortes de radars qui sont répartis sur tout le territoire français. Et on doit aussi pouvoir gérer tous les flux de données qui circulent, donc données radar, données de position, données de radionavigation par exemple. Donc c'est un métier qui est plus axé à ingénierie classique, entre guillemets, comparé au contrôleur aérien où il est vraiment spécifique dans son contrôle. Donc on a différents domaines de qualification qu'on doit acquérir au cours de nos 3 ans. Donc, d'abord, les domaines de communication, donc pour que le contrôleur puisse communiquer avec l'avion et vice-versa, donc par moyen radio, donc en voix, donc des données voix qui circulent entre les deux. Du coup, on a des antennes que vous pouvez voir un peu partout quand vous provenez en campagne, des grandes antennes d'émission-réception, donc c'est par là que passent les données, les fréquences radio. Il y a aussi des communications par data, donc, où le contrôleur peut rentrer sur son écran des infos qui vont être directement envoyées de manière écrite au pilote. Mais aussi, on a des moyens de radionavigation en fait, qui vont servir à l'avion par exemple, de se poser et de décoller sans visibilité sur un aéroport, donc avec des
des niveaux plus ou moins bien, mais par exemple, on a des systèmes qui permettent, un ILS par exemple, qui va dire à l'avion, il faut prendre tel angle pour descendre sur la piste d'atterrissage et à quelle vitesse. Et en fait, il peut directement poser ses roues sans quasiment voir la piste en cas de brouillard, par exemple. Donc, il y a aussi les GPS des données satellites qui vont intervenir pour repérer l'avion dans le ciel. Donc, avec différents capteurs, radars, de différents types pour différents besoins. Et donc, dans tout ça, en fait, dans notre structure, on a besoin dans notre cursus aussi, on a besoin d'avoir un panel de connaissances assez large, autant informatique que tout ce qui est traitement du signal, fréquence, les réseaux et télécoms. Donc, forcément, on se sert des bases qu'on a acquises en prépa. Et donc, la première année du cursus va être très axée tronc commun et choses qui se rapprochent de ce que vous avez fait en prépa. Et après, on va vraiment s'intéresser à notre métier qu'on va faire plus tard. Donc, en fait, la première année, voilà, enseignements généraux et vraiment du cursus qui reste un peu dans le type prépa, apprentissage vraiment de technique, de calcul, d'informatique, etc. Au bout de notre première année, on va faire un stage en aéroport. Donc, SNA, c'est un aéroport. Pour ma part, je l'ai effectué à Ajaccio en première année, donc c'était sympa. Et on a aussi un stage de pilotage comme en contrôleur aérien, donc qui est payé par l'école, donc pour apprendre à piloter des petits avions. Ensuite, on passe en deuxième année où là, on commence à se spécialiser bien dans notre formation d'ISESA avec différents domaines de compétences à acquérir pour se spécialiser après dans notre affectation. Donc, à la fin de cette deuxième année, on a une immersion en pays anglophone donc pour bien apprendre l'anglais parce que c'est important, surtout dans l'aéronautique où tout se fait en anglais. Et là, après la deuxième année, en fait, sur le classement de tous nos examens des premières et deuxième années, on est affecté dans une liste de postes en fait, qui sortent, qu'on doit choisir. Et en fonction de notre classement, donc le premier a le choix de choisir le poste qu'il veut. Le deuxième a le poste qu'il veut, moins celui que le premier a pris, etc. Donc là, moi, je suis dans cette situation où je suis en troisième année. J'ai été affectée en juillet dernier à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, donc le plus gros aéroport français. C'est super intéressant. Et donc, je commence à faire mon stage en centre opérationnel. Donc, je vais continuer mes 6 prochaines années à travailler à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mais donc, du coup, je suis toujours en stage, mais déjà dans la structure où je vais travailler pour la suite de ma carrière. Et je m'occupe, moi, des données radar de tout ce qui se passe dans l'air, donc de savoir exactement où se trouve un avion à un instant donné. Donc, et là, à la fin de mon année, je vais devoir rendre un projet de fin d'études, donc comme dans toute école d'ingénieur, pour valider mon diplôme. Donc, voici où on peut être affecté, donc autant les contrôleurs aériens que les IUSSA. Donc, on se trouve en tour de contrôle, ou donc sur les aéroports français, ou en centre en route. Donc, vous avez la carte des endroits où on peut exercer tout au long de notre carrière. On peut forcément demander à être muté dans différents endroits et services. Et donc, du coup, pour le recrutement, c'est un concours. Alors, c'est comme ICNA précédemment. En fait, il n'est pas encore passé sur CCINP, ce concours. C'est un concours, vraiment, on prend la démarche de s'inscrire à ce concours pour vraiment faire cette filière-là. Donc, c'est un concours qui se passera le 7 et 8 avril. Donc, via différents centres, notamment à Brest et Rennes. Et dans lesquels donc il y a un socle commun qui va être maths, français, anglais. Et quand on vient de prépa, c'est physique appliquée. Donc, c'est la physique que vous avez fait pendant vos 2 ans, basée sur le programme de PCSI, PSI, mais très accessible au MP et PC, en fait, qui reste à peu près global. Donc, dans ma filière, il y avait à peu près toutes les promos de prépa. Et à la suite de ça, il y a un oral qui se déroule à l'ENAC entre le 7 et le 11 juin 2021. Et à la sortie, vous serez affecté, enfin, vous commencerez votre cursus à l'école en septembre 2021. Donc, voilà, la formation aussi est rémunérée comme pour les ICNA. Donc, c'est quelque chose d'assez confortable d'être payé directement en sortie de prépa, c'est toujours intéressant. Mais c'est aussi, on est payé parce qu'on est fonctionnaire, donc on doit des années. Donc 7 ans, pareil que pour les contrôleurs, à l'État. Donc là,
on vous a présenté 2 filières de l'ENAC, mais en ce moment, ils font des portes ouvertes virtuelles. Vous pouvez aller voir sur le site accueillenac.fr. Et en fait, ils présentent vraiment toutes les formations sous forme de petites vidéos et tout ça. Donc, c'est assez interactif. Et donc, ils pourront, enfin, si vous avez des questions ou d'autres filières que vous voulez voir, ça peut se faire là-dessus. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. On peut répondre à vos questions maintenant. Merci pour votre présentation. Les intervenants qui le souhaitent, vous pouvez poser des questions soit sur le chat et je me ferai le relais auprès des intervenants, soit vous ouvrez votre micro et vous posez directement votre question, c'est possible aussi. Alors moi, j'aurais une question déjà. Au niveau des oraux, en fait, il y a 2 épreuves qui m'interpellent. Il y a l'épreuve d'entretien. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça se déroule, quels sont les types de questions qu'on vous pose? Et également, l'oral d'anglais. Est-ce que c'est une colle d'anglais classique ou est-ce qu'il y a une particularité de l'oral d'anglais à ce concours? Je pense que c'est la même chose pour nos 2 filières, entretien et anglais. Donc, vu que pour eux, c'est plus frais que moi, je vais leur laisser la parole. Vas-y. Nous, en fait, ça a changé très récemment pour IGNA. Du coup, l'épreuve d'anglais, ils prennent l'épreuve d'anglais de CCP. Avant, c'était une épreuve à part entière. Avant, c'était celle de CCP. C'est juste l'entretien virtuel qui est resté comme les années précédentes. Et donc, en fait, cet entretien individuel, il peut se diviser en 2 parties. Donc, la première partie, on va poser des questions de culture générale, mais aussi le rapport que l'élève a, que le candidat a par rapport à l'aéronautique, ce qu'il connaît, du métier. Et on va aussi, dans un second temps, lui poser plein de questions quant à ses motivations, pourquoi il fait contrôleur, s'il y a de la famille contrôleur, ça ne change pas grand-chose au final. Et on va essayer un peu de le pousser dans ses retranchements pour savoir s'il est plus ou moins à l'aise à l'oral, s'il serait une question plus personnelle, par exemple, quel type de personne est ce candidat quand il travaille en groupe, parce qu'en fait, le lead contrôleur, c'est un métier dans lequel vous ne travaillez jamais seul, vous êtes toujours avec quelqu'un, et donc vous pouvez poser des questions diverses et variées quant à ces sujets-là. Donc, il y a une première question qui arrive sur le chat. La question est la suivante. Quel était votre niveau en 3,5? Ça, je pense que le plus à même de répondre, ça peut être Monsieur Marcotte. Il était très bon. Non, disons que votre niveau moyen sur toutes les matières, alors votre niveau à peu près, si vous voulez, votre classement, vous étiez plutôt premier tiers. Alors, moi, en 3-2, on va dire que j'étais d'entre nous. Et du coup, je ne pense pas qu'avec mes notes de 3-2, je pouvais avoir IGNA. Donc, je n'avais pas tenté en 3-2. Et du coup, j'ai fait 5,5. Et c'est en 5,5 que j'ai découvert la formation. En 5,5, forcément, on est un peu meilleur quand même. Donc, 5,5 avec Clément, on était dans le haut de la classe. Et en 3-2, je pense que c'est quand même abordable en 3-2. Donc, la réponse pour Clément et Jean-Baptiste, c'est en 3,5 à peu près milieu de classe, et en 5,5, mécaniquement, on monte en classement, donc vous étiez à peu près dans le top 10, je pense, de la classe. Oui. Et Pauline, est-ce que vous vous souvenez en PSI de votre niveau? Moi, en 3,5, j'étais dans la bonne deuxième moitié. Mais en fait, j'ai fait 5,5 parce que je voulais à tout prix avoir l'ENAC. En fait, c'était vraiment ce que je voulais depuis que j'étais rentrée à Dupuis. Donc, en 5,5, je me suis vraiment focalisée sur les concours de l'ENAC qui étaient vraiment différents de CCP-INP maintenant. Et donc après, deuxième année, ça allait mieux et c'est bien passé pour les concours. J'ai eu une autre question sur les mutations. Donc, vous aviez présenté la carte des aéroports où vous pouviez… Ouais, je peux la remettre si vous voulez. Voilà, vous pouviez travailler dans certains aéroports. J'ai une question, c'est est-ce que vous avez une obligation de mutation comme dans certains métiers où par exemple vous devez bouger tous les 5 ans, ou est-ce que c'est un statut fonctionnaire plus classique, c'est-à-dire vous bougez tant que vous voulez et tant que vous ne demandez pas de mutation, vous restez où vous êtes? Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça. Alors en fait, là moi je viens d'être affectée à Roissy, à Paris.
Donc pour la première affectation, c'est un peu compliqué parce que ça joue en fonction du classement qu'on a pendant notre cursus à l'école. Donc on choisit plus ou moins en fonction du classement qu'on a. Et par contre, la première affectation, pour moi en tout cas, ça dure 7 ans avant de pouvoir demander à bouger. Mais par contre, après ces 7 ans passés, on peut vraiment bouger autant qu'on veut, en fonction justement il y a un calcul de points pour savoir qui est prioritaire sur tel ou tel poste, mais on peut justement demander à bouger plusieurs fois tout au long de sa carrière. Donc ça offre un panel vraiment intéressant d'endroits. On peut aller faire quelques années à La Réunion, puis revenir, puis aller ailleurs. Donc Alors, il n'y a pas du tout justement, d'obligation de quitter le poste au bout de 5 ans, par exemple, quoi. d'accord. Et donc, justement, les aéroports du type Réunion, Mayotte, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt attractif? C'est-à-dire, est-ce que les gens ont envie d'une petite aventure et d'aller voir ce qui se passe loin? Ou est-ce que c'est plutôt une punition? C'est-à-dire, quand vous êtes dernier dans le classement, vous vous retrouvez à Mayotte, quoi. Comment ça marche? Mayotte, c'est rare que ça sorte comme affectation. Ceux qui y sont souvent, ils y restent, entre guillemets. D'accord. Mais en fait, le truc dans une première affectation, c'est vraiment très intéressant d'aller dans un grand centre, soit un grand CRNA, donc une grande approche, ou une grande approche comme les grands aéroports français, pour vraiment, parce qu'il y a un panel de tout ce qu'on peut voir et c'est super large. Mais par contre, après, c'est clair que pour le train de vie, être à La Réunion ou aux Antilles, ça peut être intéressant. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Niveau métier, c'est clair que c'est beaucoup plus intéressant sur des grands aéroports, quoi. Bon, Il y a beaucoup comme de le, trafic. comme le dit Pauline, donc, au bout de 7 ans, donc, on peut demander à changer. Par contre, si au bout de 7 ans, vous demandez par exemple à aller dans le sud de la France, à Toulouse, vous ne serez pas prioritaire, comme l'a dit, il y a un système de points. Et vous avez vous avez des aéroports ou des centres pour lesquels vous gagnez plus ou moins de points comparé à d'autres. Par exemple, si vous faites vos 7 premières années ou 10-15 ans dans un CRNA, donc c'est les points bleus que vous voyez, donc je prends Atis ou Reims par exemple, vous serez prioritaire parce que vous aurez engrangé plus de points par rapport à un contrôleur qui lui aurait été à Lyon et est considéré comme un grand aéroport. Et donc ce contrôleur-là sera prioritaire par rapport à celui de Lyon pour aller à Bagdad. Donc vous avez ouais, donc pas le même nombre de points en fonction de l'ancienneté. Et aussi, pour revenir à la Guadeloupe ou à la Martinique, si vous êtes originaire en fait de Guadeloupe ou de Martinique, donc, vous avez habité là-bas et vous passez le Burkina et vous avez réussi et vous avez l'opportunité d'être en fait considéré comme admis d'office entre guillemets à la Guadeloupe ou à la Martinique si jamais il y a des places qui se libèrent. D'accord. Une autre question donc, qui arrive sur le chat. Donc je relais la question. Est-il possible, est-ce que vous pouvez en parler de la difficulté du concours ICNA en le comparant à d'autres, par exemple le concours EPL? Est-ce que c'est un concours qui vous semble accessible en termes de difficulté? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que le peu de places qu'il y a, donc comme vous aviez dit, il y a une vingtaine de places, est-ce que c'est accessible malgré le peu de places qu'il y a à ce concours? Alors, pour Equinox, en fait, depuis l'an dernier, ce sont les écrits et les oraux CCP qui comptent. Donc, pour la difficulté, c'est le niveau CCP. Donc, ça dépend de vous par rapport à CCP, comment vous vous sentez. Donc, si vous réussissez beaucoup de sujets CCP, bah, il n'y a pas de raison à ce que ça bloque, hein, le jour de l'écrit. Donc, pareil pour les oraux. Comparé au concours Opel, moi, j'avais passé. Clément, tu l'as passé, toi? EPL, oui, bah, c'est un concours à part. EPL au niveau écrit est plus facile qu'ICNA. Ça peut se passer en première année, EPL. Ce qui est difficile pour le concours EPL, c'est surtout les épreuves psychotechniques. Donc les épreuves orales, il y a Psy 0, Psy 1, Psy 2. Et là, par contre, c'est des capacités psychotechniques. Il faut s'entraîner sur des sites et tout ça, mais ça n'arrête plus rien à voir avec des maths ou la physique. Mais au niveau écrit, ICNA est plus difficile que PL. Et quant au nombre de places pour Equinox, donc en fait, exceptionnellement, cette année, il n'y a que 60 places, on peut répartir à peu près 30-10-20 dans les filières à cause du coronavirus. En fait, on a des promos qui devaient rentrer l'an dernier qui rentreront seulement cette année, et du coup, ça a pas mal chamboulé leur planning de rentrée. Mais habituellement, chaque année, on compte 110 candidats qui rentrent dans le corps des écoles. Et ce nombre va être amené à augmenter, je pense, dû au trafic qui demande plus de contrôleurs. Donc en fait, cette année, entre guillemets,
c'est peut-être la moins bonne année ces dernières années pour intégrer CNA. Mais par exemple, l'an dernier, on a 120 personnes pour intégrer et l'an prochain, on prévoit aussi une centaine de personnes. Et cette année, ça tombe un petit peu mal. J'avais une autre question. Est-ce que, donc vous avez parlé dans la présentation de certains avantages du fait d'être fonctionnaire et aussi de certains devoirs qui étaient liés à ce statut. Est-ce que vous avez dans votre métier un certain nombre d'avantages en nature, je dirais, donc je sais pas, des billets d'avion moins chers, des choses comme ça? Non. Non. Non, non, non. Il y a 20 ans, c'était encore vrai. Mais là, il y a plus. On a plein d'avantages, mais pas ceux d'Air France, quoi. D'accord. C'est vraiment le privé est dissocié maintenant du public, quoi. D'accord. Vous pouvez Après, pas si vous passer allez des voir, billets d'avion comme ça à vos proches ou à un prof de maths que vous avez trouvé sympa. Non. mais si vous êtes contrôleur ou ISA, bon, bah, vous avez la paye qu'il faut pour vous payer les billets d'avion sans la gratuité. Ça Alors, devrait aller. justement, si ça vous embête pas, j'aimerais bien savoir quelle est la paye en question. Enfin, si c'est pas Alors, vous avez le droit non, de pas dire de non, hein. souci. Mais pour Alors, en sortie d'ICNA, donc en centre, vous commencez à peu près à 5000 bruts en moyenne. Donc, ça dépend du Serena ou de l'aéroport dans lequel vous êtes affecté. Si vous êtes affecté à Charles de Gaulle directement, bah, ce sera légèrement supérieur. Si vous êtes affecté à Tarbes, ce sera légèrement inférieur quand même. Et ce salaire, il va être amené à évoluer quand même au bout de votre carrière. Et ça peut aller jusqu'à 8000 ou 9000 bruts en fin de carrière. D'accord. Alors, c'est juste pour Au moins. les gens qui s'intéressent à cette école sachent. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est assez confortable comme situation. Oui, bah Parce que après, là, ouais, c'est confortable parce que quand on voit là ceux qui étaient en prépa avec nous et qui galèrent à trouver du boulot ou à trouver des stages et tout ça, c'est clair qu'on se sent un peu privilégié, quoi. après c'est un métier aussi qui a. Enfin, la contrepartie, c'est, j'imagine, un petit peu de stress ou enfin, quand La vous, Ouais, contrepartie, ou un peu pardon, excuse-moi. d'horaire difficile aussi, peut-être. Alors, au niveau contrôleur, il y a le rythme, c'est pas très soutenu puisqu'on travaille 3 à 4 jours par semaine. Donc, on est loin des 45 heures que font actuellement les jeunes ingénieurs en sortie d'école. Après, ce qui diffère, c'est qu'on est amené à faire une permanence de nuit. Donc, on peut avoir un horaire une fois tous les 2 semaines. On peut faire un horaire qui est minuit 6 heures, quoi. Donc, D'accord. Et ouais. quant au emploi du temps, justement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est que, en fait, vous allez travailler 3 jours consécutivement, puis ensuite vous allez avoir 3 jours de pause, et vous allez retravailler 3 jours consécutivement, 3 jours de pause, puis faire votre permanence de nuit comme a dit Clément, puis avoir 3 jours de pause. C'est quelque chose qui est assez spécial. Et donc, on peut être amené à travailler les dimanches, les soirs de Noël, du Nouvel An. Donc, c'est vrai que d'un côté, pour la vie de famille, ça peut être contraignant sur certains points, mais on travaille clairement pas autant que les ingénieurs. Par contre, comme vous l'avez dit, oui, c'est une charge, une fois qu'on est sur le poste, c'est une charge de travail et de stress, de pression qui peut être assez énorme selon le trafic avec lequel on doit gérer. D'accord. Est-ce que les participants ont d'autres questions, donc soit sur le chat, soit vous prenez la parole, hein, tout simplement. Donc là, j'ai une question sur la part d'admissibilité sur CCINP. Ce qu'elle est élevée, que j'avais les stats de l'an dernier. Ouais, je peux les donner si tu veux. Vas-y, je viens. Alors, j'ai les rangs du dernier admis, c'est souvent ça qu'on regarde. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, comme le concours n'a pas les mêmes coefficients ils prennent pas en compte les mêmes coefficients que le concours CCNP. Mais par exemple, en MP, le dernier intégrant, il était au rang de 2200. En PC, c'était 1700. Et en PSI, 2600. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Après, c'est vrai que ça va être compliqué de se baser là-dessus pour cette année, puisqu'il y a moitié moins de place, en fait, exceptionnellement. Et combien d'élèves ont passé le concours? Donc, l'an dernier, on a 3000 personnes qui ont coché ICNAP sur SCI.
Et Clément vous parlait tout à l'heure d'un dossier médical envoyé avant les écrits, et il n'y en a que 1100 qui l'ont envoyé. Donc on va dire grosso modo qu'on n'a que 1100 personnes qui s'y étaient intéressées à peu près sérieusement. Oui, en fait, c'est difficile de répondre, c'est variable suivant les années, et on n'a pas de critères fiables pour savoir si les gens s'inscrivent juste, ou si, par exemple, comme Pauline, ils veulent vraiment cette école-là, et c'est leur objectif numéro un. On n'a pas vraiment de réponse à ça. C'est pas facile de répondre, et c'est très variable suivant les années. Ça reste quand même d'un bon niveau sur CCINP, hein. Il faut quand même accéder à un certain nombre de points pour y passer. Mais après, il ne faut pas hésiter. Si tu es intéressé, bah, faut y aller, il faut tenter. Hein. Je crois que c'est 30 € en plus pour l'inscription et puis il suffit de préparer. Au niveau de l'oral, il y a une épreuve, c'est entretien avec le jury. Et donc là, c'est un gros c'est coefficient 3, donc c'est plus que l'anglais, que les maths et la physique. Et donc, si tu es vraiment intéressé et que tu prépares cet entretien, par exemple, après avoir été admissible, bon, bah, tu as toutes tes chances pour réussir. Et la seule chose ce qui peut t'aider aussi, c'est de ne pas négliger l'anglais parce que c'est un fort coefficient pour cette filière. Et donc, si tu es bon en anglais, tu peux compenser peut-être des maths ou de la physique. Quoi. Bien, bah, je vous remercie. Je vais donc clore la réunion. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. Et, bah, voilà, c'était bien, on a abordé toutes les questions. Hein. Alors, il y a une dernière question, juste. Oui. Donc, on me demande s'il est possible de passer le concours EPL en étant l'ENAC. Oui. Ah oui, tu peux passer toutes sortes de concours internes à l'ENAC. Par contre, comme je l'ai dit, si tu es ITNA et que tu veux passer EPL et que tu réussis donc, EPL, bah, il va falloir rembourser toutes les sommes perçues en tant qu'ITNA. Et donc, ce serait pareil en tant que T2SA. Mais si par exemple tu es ingénieur et que tu veux passer EPL, bah, tu as tout à fait le droit. Il y en a qui le font, hein, tous les ans, qui tentent les concours de pilote. Voilà. Bah, donc je vous remercie. Je mets un terme à la réunion et puis voilà, donc à une prochaine. À une Bon prochaine. courage à tous pour les concours. Merci encore de votre participation et je vous dis au revoir. Bonne soirée. Bonne Bonsoir. soirée.